Alors nous allons démarrer cette dernière table ronde, gouverner les usages publics de l'IA, qui se penche sur la question du contrôle de et par l'IA au sein de l'administration. Face à certaines failles de l'IA, comme les biais discriminatoires ou sexistes ou d'autres qu'on a pu évoquer précédemment dans la journée, l'action publique a le devoir de contrôler les résultats produits par les IA, ce qui suppose de bâtir des garde-fous tout au long du cycle de vie des machines, de son entraînement à sa mise en œuvre. Ce contrôle de l'IA suppose de questionner le calibrage technique qui doit permettre d'aligner le fonctionnement de la machine sur certains principes fondamentaux du service public, comme celui de la continuité, de la mutabilité, de l'égalité, tout autant que de lui faire poursuivre les objectifs qui lui sont assignés par les décideurs publics, comme l'amélioration de la qualité du service public rendu, la création de dispositifs administratifs proactifs pour limiter le non-recours, la limitation de la fraude, etc. Par ailleurs, l'IA est un outil puissant dont dispose l'État pour exercer ses fonctions de contrôle sur les administrés. Elle est d'ailleurs déjà largement déployée en soutien des activités de contrôle et de lutte contre les infractions, comme le profilage des fraudeurs sur la base des manquements déjà observés, ou en matière de sécurité et de défense via la détection de forces militaires sur des images aériennes et satellites, la prévention des attaques informatiques, l'anticipation de catastrophes naturelles par les services de secours, la reconnaissance faciale de suspects ou de victimes par la police judiciaire, etc. Il y a de nombreux exemples. Ce contrôle par l'IA, donc cette fois-ci, pose néanmoins des questions juridiques et éthiques, déjà un petit peu abordées, en termes de limites, notamment par rapport au respect des libertés et des données individuelles. Et donc, pour échanger autour de cette thématique de la gouvernance des usages publics de l'IA, nous avons réuni 4 intervenants, que je remercie chaleureusement pour leur présence. On va d'abord s'intéresser à la partie contrôler l'IA, avant de contrôler par l'IA. Et je voudrais commencer avec vous, Bilal Benbouzid, en vous demandant de quelle manière cet enjeu du contrôle de l'IA est posé aujourd'hui dans les débats. Quelles sont les failles qui font le plus discuter les spécialistes est-ce que le dilemme de Colin Dridge sur le contrôle social des technologies peut être appliqué à l'intelligence artificielle? Donc on est dans cette ambivalence où on a vraiment une grosse volonté de contrôler, et en même temps, tout semble nous échapper. Et ça, c'est un peu l'énigme à laquelle j'essaye de répondre dans un petit livre que j'essaye d'écrire, et on peut y répondre de plusieurs manières. Et cette perte de contrôle, c'est le dilemme de Colin Dridge, dont vous avez parlé tout à l'heure, hein, et c'est en fait, on la retrouve par exemple, et je vais être assez critique, à l'intérieur de ce document. Alors peut-être que je serai remis en question par mes collègues, et peut-être, en tout cas, autour de cette table ronde. Mais c'est que si on prend l'EA Act, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, sur lequel je suis en train d'enquêter, est-ce qu'il va vraiment nous protéger en tant que citoyens sur les enjeux qui entourent l'intelligence artificielle? Et si on doit aussi se poser une question autour de ce contrôle, c'est de quelle politique l'Artificial Intelligence Act est-elle le nom? À la fois, et ça c'est assez étrange d'un point de vue juridique, mais on pourrait me remettre en question, il y a beaucoup de juristes qui le disent, il a à la fois pour ambition de contrôler un produit, de le mettre en sécurité, donc de la sûreté des produits, et en même temps d'assurer des droits fondamentaux dans un même document juridique. Et ça, c'est assez surprenant si on réfléchit bien. Donc il y a un raisonnement en termes de risque qui occupe ce règlement sur 2 aspects qui sont très différents. Et en fait, ce n'est pas la même chose de mettre un produit sur le marché, de le certifier CE pour des enjeux de sûreté, et en même temps dire on assure les droits fondamentaux. C'est 2 choses très différentes. Et le fait que ça cohabite en même temps crée une confusion, une ambivalence qui fait qu'on va peiner à contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire que d'assurer la sûreté d'un dispositif qui repose, par exemple, sur un large langage modèle? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a des banques qui essayent d'avoir des services clients qui reposent sur ces modèles. Il y a des problèmes de fiabilité énormes. Et ça veut dire qu'en termes de certification de ces systèmes, au fond, si on y réfléchit bien, ça va être assez compliqué dans plein de situations. Pourquoi?
Parce que si on les laisse vraiment reposer sur la philosophie du machine learning, s'ils sont si performants et si compétents en même temps, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas fiables. Vous l'avez remarqué, on a beaucoup ri, on se moque. Il est devenu très facile de critiquer ChatGPT. On pourrait s'en moquer, les hallucinations, etc. Mais en réalité, ils sont aussi super puissants. Et s'ils sont si puissants, c'est parce qu'ils ont des compétences. Ils sont donc aussi des performances, dans le sens quasi artistique, du terme performance. Mais en même temps, ils ne sont pas fiables. Mais qu'est-ce que c'est que de vivre dans un monde dans lequel on va avoir des machines, parce que super compétentes et performantes, mais non fiables? Et ça, l'EA, il n'est pas vraiment capable de nous assurer de cette fiabilité. Parce qu'en fait, c'est la philosophie même du machine learning qui est de ne pas être fiable, d'être compétente et performante, mais pas fiable. Si vous la rendez fiable, ça devient un simple automate et c'est beaucoup moins une intelligence artificielle. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle l'IACT, à mon avis, va nous poser problème. La deuxième, c'est les droits fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que d'assurer des droits fondamentaux? Les droits fondamentaux sont envisagés comme des risques. C'est quoi un risque en termes de droits fondamentaux? C'est assez bizarre. Si on y réfléchit bien, les droits fondamentaux, c'est quelque chose qu'une cour de justice assure lorsqu'ils ont été violés. Et c'est contextuel. Donc va émerger des études d'impact sur les droits fondamentaux qui s'inscrivent dans une histoire assez spécifique de la responsabilité sociale des entreprises, donc d'une logique de la compliance, mais qui, à mon avis, va surtout limiter la capacité des citoyens à mobiliser des cours de justice pour protéger leurs droits dans un contexte où les entreprises vont réussir, par une logique d'auto-évaluation, à négocier avec les agences d'une certaine manière de faire de l'intelligence artificielle. Voilà, je suis assez critique, mais c'est une des raisons. Il y aurait beaucoup d'autres raisons pour expliquer le dilemme de Coleridge. Félicien Vallée, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la doctrine française en matière de contrôle sur les IA qui sont développées dans le secteur public, et puis peut-être donner des exemples concrets dans lesquels ce contrôle s'exerce? Ce qui me semblait intéressant, déjà pour resituer un petit peu, c'est de dire voilà, quel contrôle on exerce aujourd'hui sur ces technologies d'IA, parce qu'il y en a déjà qui sont déployées. Et le règlement IA, il vient juste d'arriver, mais il n'est pas encore en application sur tous les volets, loin s'en faut. Et pour autant, il y a déjà des technologies qui sont déployées. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et puis, je pose la question aussi de, quelque part, demain aussi, comment tout ça va s'organiser. Et je partage certains des constats qui ont été présentés juste avant. En tant qu'autorité de protection des données, on va être saisi de demandes, par exemple, d'avis du gouvernement par rapport à la mise en œuvre de certains traitements de données à caractère personnel, et dont certains qui mettent en œuvre des technologies d'IA. À titre d'exemple, vous allez avoir des choses dans le domaine fiscal, donc par exemple les traitements type ciblage de la fraude et valorisation des requêtes, donc CFVR. On va avoir des traitements relatifs à la sécurité publique, donc par exemple ce qui a été mis en œuvre à l'occasion des Jeux Olympiques, on pourra y revenir. Et donc la CNIL va se prononcer sur les modalités techniques et juridiques de mise en œuvre de ces traitements de données. Alors quand on parle secteur public, bien évidemment, ça veut dire que pour se prononcer, il y en a des textes de référence. Le texte de référence étant alors historiquement en France la loi informatique et liberté, et depuis 2018 le RGPD, donc qui a, comme vous le savez certainement, un règlement européen d'application uniforme sur tout le territoire de l'Union, et donc au prisme duquel la loi informatique et liberté a dû être réécrite et précisée. Je ne vais pas détailler l'ensemble des exigences que le RGPD, la loi informatique et la liberté, demandent de couvrir, donc en titre de enjeux de sécurité, d'avoir des bases juridiques appliquées, des durées de conservation, modalités d'exercice des droits. Mais je voudrais me pencher sur le fait qu'il y a un besoin, en tout cas, d'exemplarité du secteur public qui est vraiment, bien évidemment, très très fort et qu'on attend nécessairement de l'État. Et moi, je trouve qu'il y a deux angles spécifiques sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. Ça ne va pas être une surprise, bien évidemment, mais c'est tout particulièrement sur les enjeux d'information, de transparence vis-à-vis des administrés, des citoyens, parce que justement, voilà, c'est l'action qu'exerce l'État sur eux, et donc il s'agit véritablement qu'ils soient en mesure de comprendre, de se saisir de ça, et ça pose d'autant plus, donc ça c'est dans toutes les circonstances, mais ça pose d'autant plus questions quand il s'agit de technologie d'IA, j'y reviendrai. Et puis le deuxième volet également de comment est-ce qu'on utilise, comment on fait entrer ces systèmes d'IA dans le processus décisionnel pour prendre justement des décisions, avoir des actions qui vont avoir un impact sur les citoyens et administrés français.
Donc sur les enjeux de transparence et d'information, donc il y a bien évidemment des exigences fortes qui se sont posées. Donc en particulier, la loi informatique et liberté dans son article 47 elle précise beaucoup de choses. Le code des relations entre le public et l'administration également. Je vais citer un rapport assez récent d'INRIA, donc en l'occurrence Maria Lezen et Denis Mérigout, qui ont regardé justement dans le cadre des algorithmes publics comment est-ce que ces dispositions qui sont prévues déjà, donc sans attendre le règlement IA, trouvent à s'appliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tendance à un petit peu à considérer que certains systèmes on se pose même la question de savoir s'ils sont de l'IA, tout ce qui était IA dite symbolique, les arbres de décision, sachant un arbre de décision ça peut être très très compliqué par ailleurs. Et donc on va dire, oui, le problème d'explicabilité, il va se poser surtout sur les trucs les plus récents, tout ce qui est deep learning, les grands modèles de langage. Et finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que même pour les choses qui sont censées être plus simples, finalement, ça ne l'est pas vraiment, et qu'aujourd'hui, on est bien en peine, parfois, de mettre en œuvre, du point de vue de l'administration, les exigences prévues par les textes. Donc nous, ça c'est bien évidemment à la CNIL des sujets qui nous intéressent, et on investigue ces sujets-là. Et puis, pour parler du deuxième pan que je pense vraiment assez essentiel pour la prise en compte du contrôle des systèmes d'IA dans l'administration, c'est celui de l'intégration de ces systèmes dans un processus décisionnel. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est pas toujours finalement très très clair, dans le sens où qu'est-ce qu'on attend d'un système? Est-ce qu'on attend qu'il prenne une décision à l'encontre sur une personne, un lapsus peu heureux? Ou est-ce que, ou finalement, alors qu'a priori c'est pas ça, un système d'aide à la décision, c'est un système qui va proposer une réponse chiffrée, computationnelle à un problème, qui ensuite va devoir être finalement interprété pour donner lieu à une décision. Donc par rapport à ça, on a là encore le corpus législatif réglementaire, il est assez fourni, donc en termes de dans quelles circonstances on peut ou pas prendre une décision, par exemple, entièrement automatisée, et comment, justement, on doit, dans certains cas, introduire une notion d'intervention humaine. Donc là, il y a un ensemble important de textes de jurisprudence, avec des choses encore très, très récentes, sur la nature de cette intervention. Donc, à titre d'exemple, la Cour de justice de l'Union européenne a statué assez récemment à l'encontre d'un organisme allemand qui s'appelle Schufa, qui permet de faire du scoring bancaire, donc qui produisait des scores qui traduisaient finalement le degré de solvabilité pour le remboursement de crédit des personnes. Donc, bien justement, dit que quand bien même ces scores étaient finalement pas utilisés directement et vus par des banques qui allaient octroyer ou pas le prêt, l'action des agents en tant que tels était inexistante, puisque finalement on suivait à chaque fois le résultat du scoring, qu'on ne pouvait pas considérer qu'il y avait une intervention humaine significative. Donc on voit que ces décisions nécessairement assez importantes qui sont là établies. Et donc il y a tout un enjeu en creux de définir qu'est-ce que c'est alors dans ce cas une intervention humaine qui est effective, dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'il faut préconiser, sachant que bien évidemment en fonction des systèmes d'IA, on ne va pas pouvoir faire les mêmes choses, que ce soit donc là l'exemple de l'octroi de crédit, ça va bien évidemment être différent d'une levée d'alerte dans un dispositif de vidéosurveillance augmentée, où il va s'agir de proposer à un agent de lever une alerte. Donc vous mentionniez tout à l'heure le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, donc c'est un petit laboratoire interne que l'on a, mais qui a un site web dédié sur lequel, par exemple, on explore ces questions. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à vous rendre sur ce site et donc voir l'état de nos réflexions ou les états de l'art que l'on peut y proposer. Alors là, je partage effectivement certaine ambivalence à la fois produits, en même temps des produits qui doivent respecter les droits et libertés fondamentaux. Et donc, une certaine... c'est pas toujours complètement évident. Donc, par exemple, on a un principe de contrôle humain
qui est mis en œuvre, mais qui semble être plutôt un principe vraiment de contrôle au sens véritablement produit des choses. Donc un opérateur doit être en capacité de reprendre le contrôle sur le système d'IA, et qui est quelque part un petit peu différent de la notion d'intervention humaine par rapport à une prise de décision, qui est, elle, dans le RGPD que je mentionnais tout à l'heure. Tellement à dire, mais voilà ce que je... Merci, si, je crois que c'était assez clair. Carole Maudet, pour qu'on voit comment tout ça se traduit au-delà des grands principes, dans des mises en œuvre concrètes au sein de la DGFiP, quand vous mettez dans le système un outil IA, comment vous mettez en œuvre le contrôle? À quel moment la question se pose? Est-ce que la mise en œuvre du contrôle implique de former spécifiquement les agents qui vont être aux manettes? Au sein de la Direction générale des finances publiques, le service auquel j'appartiens, le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, il est l'incarnation de 2 lois, dites loi ESSOC, donc un État au service d'une société de confiance, et loi dite fraude de 2018. Je précise ce point parce que c'est au sein de ce service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal qu'on a un bureau spécialisé dans justement le data mining et l'exploitation des listes data mining. Je vais y revenir. On fait une très grande, un marquage entre le contribuable de bonne foi, qu'on accompagne, offre de sécurité juridique, et puis celui qui ne respecte pas ses obligations déclaratives, qui met en œuvre des moyens pour éluder, éviter l'impôt. Je rappelle que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, c'est un objectif à caractère constitutionnel. Et le fait de frauder, d'éluder l'impôt, quelque part, c'est une vraie rupture du pacte républicain. Et aujourd'hui, compte tenu également de la situation de nos comptes publics, on sait très bien qu'un État moderne ne peut pas vivre sans collecte de l'impôt, sans collecte des prélèvements obligatoires. Il faut savoir que au sein de la Direction générale des finances publiques, en matière du contrôle fiscal, l'une des premières matières pour adopter quelque part l'IA, ça a été le contrôle fiscal depuis 2014. Pourquoi quelque part on a choisi IA et contrôle fiscal? C'était surtout pour nous permettre collectivement, et pour celles et ceux qui travaillent dans la matière du contrôle fiscal, et en particulier ceux qui vont programmer les contrôles, ceux qui vont également les réaliser, c'était aussi d'être en capacité, à la fois par la masse de données, les millions de données potentielles que la DGFiP détenait, de les exploiter au mieux, et surtout d'être en capacité de mieux cibler, c'était ça l'objectif, de mieux cibler et de mieux programmer nos contrôles. Tout à l'heure, effectivement, le collègue de la CNIL a cité ce que nous, aujourd'hui, c'est vrai, on appelle IA et contrôle fiscal, mais qui est CFVR, qui est le tout début de l'intelligence artificielle et le contrôle fiscal, qui est effectivement ciblage de la fraude et valorisation de la requête, et qui a notamment fait l'objet de financement par des fonds publics, notamment le FTAP, Fonds de transformation de l'action publique, à hauteur de 5,2 millions d'euros. Donc il ne fallait pas que l'administration, quelque part fiscale, soit en retard par rapport justement à cette nouvelle émergence de fraude. Peut-être aussi pour rassurer, aujourd'hui, c'est un bureau en administration centrale qui comporte 31 personnes. Quand on a démarré, c'était à peine une dizaine. Et je pense que c'est ce mixte entre des fiscalistes et des spécialistes de l'IT, de l'IA, qui a fait que ça a fonctionné. Quand je dis on ne fait pas n'importe quoi, dans le sens où, effectivement, on disait CNIL, RGPD, on soumet régulièrement notre documentation à la CNIL, qui la CNIL, je la vois vraiment comme un partenaire. Donc, à la fois ces déclarations de nos données, de nos profils, des finalités. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de l'IA et contrôle fiscal pour se faire plaisir, c'est pas du tout ça, c'est une vraie finalité de lutte contre la fraude. Et pour nous, le fait de potentiellement, et c'est pas que potentiel, mais demain d'avoir des contrôles de la CNIL même in situ, quelque part pour nous c'est rassurant, parce que ça veut dire traçabilité, ça veut dire profil, ça veut dire encadrement juridique. Également parce que souvent, c'est peut-être dans l'imaginaire collectif quelque chose qui revient, il n'y a aucun contrôle fiscal programmé automatiquement par la machine.
Ça, on y tient, c'est un principe cardinal. Alors au départ, effectivement, c'était plus croisement de données, hein, parce qu'il y a des millions, voire des milliards de données potentiellement qu'on a sur une plateforme, notamment au sein de la Direction générale des finances publiques, puisque c'est l'entièreté des déclarations professionnelles, particuliers et tout autre type d'informations qu'on peut collecter, mais tout à fait de manière légale, d'autres administrations étrangères ou d'autres partenaires. Donc si vous voulez, c'est ce brassage des données et en même temps avec des modèles plus, je dirais, classiques d'intelligence artificielle, que ce soit des modèles supervisés, non supervisés. Tout à l'heure, on parlait de modèles de graphes hautes. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique parce que ce n'est pas l'objet. Mais on utilise tous ces modèles avec l'avantage d'avoir une plateforme unique qui rassemble l'entièreté de nos données. Et que fait ce bureau d'administration centrale? C'est qu'il envoie dans nos services locaux, sur l'ensemble du territoire, un certain nombre de listes que nos services locaux vont regarder. C'est-à-dire qu'il y a toujours un humain derrière qui regarde, si la liste, les données sont pertinentes. 2, nous font toujours remonter si le risque il est pertinent ou pas. Et on parlait tout à l'heure de savoir si oui ou non on en informe le contribuable. Oui, le contribuable est informé que par rapport à un risque, eh bien, c'est issu de l'intelligence artificielle et des modèles tels que développés par la DGFiP. Donc ça, c'est la façon dont nous travaillons. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais aujourd'hui, c'est plus de 300 risques fiscaux identifiés, tant chez les professionnels que chez les particuliers. C'est pour nous l'avantage de décloisonner la programmation. C'est l'avantage d'être en capacité de beaucoup mieux cibler les potentiels. Alors, c'est vrai que j'ai tendance peut-être à dire trop fraudeurs, mais il y a tout simplement aussi des personnes qui, parce que la fiscalité, c'est pas toujours évident ou inné, c'est des erreurs déclaratives, c'est pas du tout intentionnel et c'est des incohérences. Donc ça se règle aussi très très vite. Donc l'idée, c'est vraiment par la masse d'informations dont on dispose et des nouvelles technologies et des outils que nous permettent aujourd'hui justement ces nouvelles technologies, eh bien de beaucoup mieux cibler la fraude et d'être beaucoup plus efficace. Et je finirai par un chiffre donné au Parlement. 2023, sur ce bureau de 30 personnes, c'est 2 milliards d'euros de droits et pénalités en 2023. Donc c'est pour montrer aussi l'efficacité du système. Et vous disiez l'humain pour nous, il est partout. C'est-à-dire que là, dans le sens où à la fois, et ça c'est important, on maîtrise en interne l'entièreté de notre processus, à la fois l'outil informatique, les robots, les modalités de l'algorithme. On n'a plus de prestataires depuis des années qui interviennent chez nous dans nos bureaux. C'est vraiment, tout est internalisé et ça, je pense que peuvent aujourd'hui le dire. Donc ça, c'est une vraie force de la maison DGFiP sur cet aspect et sur ce bureau, notamment porté par les équipes de Gilles Clabec et Catherine Lepelletier, qui font un travail vraiment tout à fait, en tout cas, remarquable. Je pense que les chiffres le démontrent. Après, ça a exigé aussi des nouvelles modalités de travail dans les services locaux. Je rappelle qu'on avait des objectifs, notamment au travers de nos projets annuels de performance au niveau Parlement, d'avoir 50% de notre programmation, c'est-à-dire des contrôles qui émanaient de l'intelligence artificielle. Mais bien évidemment, on a 50 autres % qui restent, eux, de l'intelligence, j'allais dire, dit humaine, de collation de l'information classique que peuvent faire les contrôleurs ou les vérificateurs. Vous avez évoqué la question humaine, donc il y a une question des droits humains derrière. David Reichel, aujourd'hui, il y a beaucoup de craintes qui s'expriment par rapport à des failles potentielles de l'intelligence artificielle, quant à sa capacité à générer du contenu justement qui respecte les droits humains. Quel est le rôle de l'agence dans laquelle vous travaillez et est-ce qu'il y a des biais sur lesquels vous êtes particulièrement attentif? Donc il y a une longue liste d'exemples où l'IA n'a pas fonctionné. Je pense que vous en avez tous dû en entendre parler. Par exemple, le développement de chatbot de Microsoft qui est devenu très raciste après seulement quelques
quelques heures. Et Amazon, en fait, il y avait une claire préférence pour les hommes. Les traductions sont biaisées en faveur des hommes. Et ainsi de suite. Il y a maintes exemples. Donc, il faut bien sûr agir. Je travaille pour l'Agence européenne pour les droits fondamentaux. C'est une agence de l'UE et nous sommes chargés de fournir des données, des analyses sur les questions du droit fondamental auprès des institutions de l'Union européenne et auprès d'États membres. Et nous faisons des recherches en sciences sociales pour informer les États membres et les institutions sur les questions des droits fondamentaux. Donc notre cadre d'analyse, c'est la Charte de l'Union européenne sur les droits fondamentaux et c'est un instrument contraignant, c'est un traité qui date de 2009, donc c'est contraignant. Tout ce que fait l'Union européenne, tout ce que font les États membres doit être en conformité avec cette charte. Alors ceci inclut donc la Convention européenne sur les droits de l'homme et également tous les États membres l'ont ratifié et transposé dans les législations nationales. Nous avons publié certains rapports et de l'analyse au cours des dernières années et notre approche a été double. Donc, premièrement, nous avons promu une approche basée sur les droits, mais également fondée sur les éléments probants, donc les deux à la fois. Et pourquoi? Eh bien, une approche fondée sur les droits de l'homme, c'est très important, puisque de nombreuses discussions au départ et en fait se portent sur l'éthique de l'IA. Et c'est important, c'est positif, mais par contre, il faut aussi promouvoir l'approche fondée sur les droits de l'homme, puisqu'en fait, c'est une réglementation contraignante. Donc, il faut la respecter. Et de plus, l'éthique parfois est utilisée par les entreprises pour éviter la réglementation. Il y a également un débat sur l'opérationnalisation de l'éthique. Et je dirais qu'en fait, nous avons déjà un très bon document qui opérationnalise l'éthique et c'est déjà le cadre des droits de l'homme. Quels droits fondamentaux sont touchés? Eh bien, premièrement, notre premier rapport, c'est une analyse horizontale des droits de l'homme et l'IA. C'était publié en 2020, donc c'est réussir l'avenir. Ça touche à 3 domaines de droits de l'homme. Premièrement, les protections des données et la confidentialité. Donc c'est de plus en plus touché par l'utilisation de nouvelles technologies. Davantage de données plus granulaires sont utilisées. Il y a d'autres façons, d'autres modalités en fait de violation de la confidentialité aujourd'hui. Notre législation avec la RGPD est très performante, mais il y a aussi d'autres outils, par exemple une décision judiciaire récemment, les agences de protection de données, donc il y a qui sont à la pointe, mais d'autres qui ont du mal avec l'expertise technologique qui est nécessaire quand l'on traite de ces sujets liés à l'IA. Ensuite, la discrimination. C'est ici un droit important, le droit à la non-discrimination. Il faut de la recherche. Nous avons interviewé les utilisateurs et les développeurs de l'IA, mais en fait, il y a un manque de connaissances sur ce que signifie réellement la discrimination dans le contexte de l'utilisation de l'IA. Et l'âge, le sexe, en gros, sont considérés comme parfois les seuls éléments de discrimination. Alors, ce n'est pas vrai, puisqu'il y a, en fait, il y a des caractéristiques qui doivent être protégées, qui peuvent donner lieu à une discrimination. Et enfin, l'accès à la justice. Donc, l'accès à un recours et un procès équitable, c'est un droit prominent dans la charte. Et il faut que on puisse toujours recourir à une décision, surtout dans le secteur public, il faut qu'il y ait ce droit de contestation. Or, le problème avec un système opaque, c'est qu'on ne sait pas comment les décisions sont prises. Et donc, on ne sait pas s'il y a vraiment ce principe d'égalité d'armes qui est essentiel dans un procès. Mais l'IA peut être utilisée dans quasiment tous les domaines de la vie et tous les droits de l'homme d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour cette raison que cette analyse des droits fondamentaux dans le contexte dans différents secteurs est très importante. Nous avons publié un autre rapport il y a de cela 1 an qui portait sur les biais.
Sur la discrimination avec l'IA, nous nous sommes penchés sur deux exemples que j'aborderai. Alors, il y a des biais notamment dans la détection des langages offensants. Donc, nous avons développé un algorithme et nous avons essayé de le former à détecter des discours dits offensifs. Donc, quand c'était certifié comme discours de haine ou pas, nous l'avons fait avec des sets de données anglais, français, allemand et italien. Et nous avons ensuite développé plusieurs niveaux de complexité, donc des algorithmes assez simples qui utilisent les mots pour détecter le discours offensant ou pas. Et puis, nous sommes allés vers des modèles de langage plus élaborés et nous avons essayé de voir ce qui ressortait. Les résultats étaient assez frappants. Alors, bien entendu, ce sont des algorithmes qui surréagissent à certains termes. Et puis, nous avions aussi eu, par exemple, la phrase « je suis musulman ». Donc, utiliser la phrase tout ensemble pour voir ce qui était prédit par les algorithmes. Et certains algorithmes vont prédire que cette phrase est offensante, alors que c'est une phrase tout à fait neutre. Même chose pour la phrase « je suis juif ». Si vous utilisez en revanche la phrase « je suis chrétien » ou « je suis bouddhiste », là, ce n'était pas du tout prédit comme étant offensant. Donc, l'algorithme va utiliser certains termes et va surréagir à certains de ces termes. Ce qui est intéressant, c'est de constater ce que cela veut dire en pratique. Certains algorithmes ne sont pas du tout à même d'automatiser complètement certaines décisions. Il faut par exemple du soutien pour modérer le contenu en ligne, étant donné la taille, le volume de ce contenu en ligne également. Donc, l'analyse de la discrimination reste un défi parce qu'il faut la placer en contexte, mais cela veut dire qu'une personne est placée en désavantage en raison de certaines caractéristiques protégées qui sont entérinées dans l'article 31 de la Charte sur les droits fondamentaux avec plusieurs raisons de discrimination, origine ethnique, sexe, orientation sexuelle, âge, j'en passe. Aujourd'hui, nous avons la loi sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne qui a été adoptée. À plusieurs étapes, cela inclut plusieurs évaluations des droits fondamentaux. Et donc, ce que nous avons appris de par notre recherche, c'est qu'il nous faut vraiment des directions, des lignes directrices. Il y a beaucoup de questions ouvertes sur comment le faire. Donc, nous sommes en train de mener des projets, notamment où nous nous penchons sur les domaines à risque de l'IA, parce qu'effectivement, nous avons défini certains usages de l'IA comme à risque dans le domaine de l'emploi, de l'éducation, des forces de l'ordre, d'accès à la justice, etc. Et là, nous constatons que certains critères doivent être remplis, certaines exigences. Carole Maudet, vous avez déjà en fait commencé un petit peu à présenter l'écosystème de la DGFiP de ce point de vue-là. Peut-être vous pourriez revenir sur un ou deux exemples assez concrets de la manière dont l'IA est utilisée, par exemple, en matière de contrôle fiscal. Alors, je vais me prendre un exemple classique pour montrer aussi que les échanges qu'il peut y avoir entre une administration centrale et un bureau de 30 personnes qui produit ce qu'on appelle des listes, alors dans notre jargon, parce qu'on parle beaucoup avec des sigles, listes dites DM, dites data mining, où aujourd'hui, je mentionnais dans la première intervention, qu'on a de l'ordre de 300, un peu plus de 300 risques sur les professionnels et 60 risques sur les particuliers. Donc ça, on les a identifiés. Comment est-ce que on travaille, sachant qu'au tout début, on a surtout eu beaucoup de requêtes sur la matière dite TVA, puisqu'en termes d'enjeux, quand on parle de contrôle fiscal et de masse, c'est vrai que la TVA est un enjeu majeur et c'est aussi un impôt très souvent fraudé ou non reversé. Donc les premiers modèles, on les a quand même testés d'abord sur les professionnels, d'où les 300 risques, et puis sur des modèles plutôt dits de TVA. Ce qu'on fait, c'est par rapport effectivement aux différents modèles que l'on peut faire tourner nos algorithmes, et puis sur des modèles dits effectivement soit de modèles supervisés, soit de modèles non supervisés. Essentiellement, quand même, on travaille beaucoup avec une profondeur historique assez importante, puisque quelque part, pour déjà bien identifier, bien cibler et faire nos requêtes, on va en partie aussi se
se baser sur le passé, sur l'historique des contrôles, avec une multiplicité de données qui peuvent nous arriver à la fois tout simplement parce que les contribuables déclarent un certain nombre d'éléments. Donc ça alimente aussi nos requêtes. Il y a aussi, depuis maintenant une quinzaine d'années, le développement d'échanges d'informations entre administrations fiscales. Donc là aussi, ça alimente énormément nos modèles, plus effectivement les autres administrations de contrôle avec lesquelles nous avons des échanges réguliers. Donc, des modèles sont entraînés par rapport justement à des bases, on va dire, dites historiques. Et ça constitue, disons que l'administration centrale, le bureau de ces 30 personnes qui sont à la fois des fiscalistes et des data scientists, data analystes, confectionne, on va dire, des listes qui sont sous format, on va dire, je simplifie, de tableaux, et qui sont envoyés dans nos différents services de contrôle en local, alors essentiellement par le lieu géographique où se situe ou les contribuables visés. Et quand nos services locaux réceptionnent ces listes, il y a des agents dûment habilités qui sont en mesure d'ouvrir ces listes et de regarder. Ils cliquent sur une ligne de la liste avec un risque, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de TVA entre des discordances qu'on peut avoir par rapport à des factures ou des déclarations de chiffre d'affaires, il y a potentiellement un risque, ou ça peut être aussi, si je prends plus pour les particuliers, parfois tout simplement des personnes divorcées qui, mais là c'est pas forcément intentionnel, toujours, ont déclaré 2 fois à charge leur enfant. Donc vous voyez, c'est ce genre de risque et de match. Et les services en local vérifient, choisissent aussi en fonction des enjeux, de l'appétence sur telle ou telle matière pour traiter le dossier. Le dossier, il est ouvert, c'est un risque. Comme je disais, il n'y a pas de contrôle automatique suite à cette liste. C'est un contrôleur, un vérificateur qui va examiner la liste, peut-être les 15, 20 ou 30 premiers dossiers, regarder ce risque-là et après compléter potentiellement avec d'autres risques, d'autres informations qu'il peut avoir collectées sur le terrain. Il se peut qu'il n'y ait aucune anomalie, ou il se peut qu'il y ait une anomalie, et dans ces cas-là, rentre en jeu le débat oral et contradictoire avec le contribuable pour lui notifier, dans un premier temps, lui dire « il me semble que là, c'est pas très bien déclaré, est-ce que vous pouvez nous expliquer ?» Voilà, on rentre vraiment dans un dialogue, je dirais, classique et avec un respect des droits et obligations du contribuable. Peut-être aussi préciser que peut-être que aussi dans l'imaginaire chez nous, à un moment donné, certains se sont dit IA égale 100% de réussite. Donc, et ça, c'est pas vrai, c'est loin d'être le cas. Et au tout début, et même encore aujourd'hui, on revoit nos requêtes, on revoit nos ciblages, on revoit nos méthodologies. Et justement, c'est l'intérêt de co-construire avec nos services en local qui, eux, ont la connaissance de leurs tissus, différents tissus fiscaux, de nous faire remonter si ce que, quelque part, un bureau en administration centrale produit est au plus près du terrain. Et ce qu'on a aussi fait depuis maintenant 1 an, on a créé des réseaux IA et interrégions pour justement faire remonter du réseau leur avis sur les listes que l'administration centrale pouvait donner. Mais je le redis, il n'y a pas de contrôle automatique. Et là encore, l'IA égale pas 100% de matching. Et il faut aussi expliquer, c'est tout un enjeu parce que pour moi, l'IA, là, c'est au service de la lutte contre la fraude. Mais il faut expliquer aussi à nos agents comment l'IA, quelque part, les aide à trouver les bons dossiers, comment eux, à un moment donné, s'ils trouvent autre chose, on peut modéliser ce risque de fraude et justement l'intégrer à nos modèles de requête pour quelque part mutualiser et faire en sorte que voilà, ça profite à l'ensemble de la collectivité du contrôle. Donc on est vraiment dans cette logique-là, même si aujourd'hui on a, je le redisais, de très bons résultats du fait aussi de la masse d'informations dont on dispose, mais je le redis aussi avec des processus très encadrés, à la fois dans l'utilisation de nos données, dans la finalité de nos données, et puis après dans l'utilisation et l'opposabilité de cette donnée,
vis-à-vis du contribuable. Nous, d'ailleurs, on a reçu dans le bureau dont je vous parlais parfois des parlementaires, députés ou sénateurs qui viennent nous voir pour qu'on leur montre, mais concrètement on leur dit bah oui mais moi je peux pas vous montrer une saisie de quelque chose, je peux juste vous montrer un programme informatique qui a rien. Et parfois il y a aussi une image où on pense qu'à Bercy il y a un robot qui arriverait et qui traiterait les requêtes. Non, c'est des gens en chair et en os qui font les requêtes, qui les traitent sur des processus très sécurisés. Et comme je le dis, on peut avoir des corps de contrôle qui arrivent. On a une transparence par rapport à ce que l'on fait vis-à-vis, parce qu'on est très souvent aussi auditionné dans le cadre de missions de parlementaires, donc on est très suivi, on a un devoir de transparence sur ce que l'on fait. Donc voilà, là-dessus, on explique comment on travaille. Et je le redis, c'est vrai que c'est peut-être moins par rapport à mes interlocuteurs et les collègues qui sont là, où ils sont dans une vision beaucoup plus peut-être protectrice de l'individu, et je le partage pleinement. Et c'est vrai que moi, quelque part, mon objectif et les services que je représente, c'est plus dans une visée IA, lutte contre la fraude. l'IA qui nous aide collectivement à lutter contre la fraude fiscale, l'évasion, etc. Donc, et bien évidemment, dans le respect des réglementations, dans le respect de celles et ceux qui seront demain contrôlés. Mais l'IA, pour nous, c'était un impératif d'y aller, puisque la fraude évolue, elle se joue des frontières, et pour nous, c'est un outil qui est indispensable aujourd'hui. On voit bien que vous, en fait, dans l'écosystème, les deux phases, contrôler l'IA et contrôler par l'IA, sont étroitement encadrées finalement et pensées de manière conjointe. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir votre témoignage. Alors il reste que ce contrôle accru, mais justement un peu macro, général, que permet l'IA finalement, peut éventuellement se heurter quand même aux libertés individuelles, puisque on peut être maintenant filmé, il y a un certain nombre de données qui sont utilisées. Ce serait intéressant, Félicien Vallée, que vous nous disiez, dans le cas français, comment le régulateur appréhende cette tension-là, en fait, puisque voilà, il faut maintenir les libertés individuelles et, en même temps, y aller sur ce que permet de contrôler l'intelligence par l'intelligence artificielle. En fait, choisir bien sa base légale, conserver pour la bonne durée les données, c'est effectivement bien évidemment très important, mais pas oublier le but ultime qui est celui de protéger les droits et libertés des individus, et voilà, les droits fondamentaux, donc ceux que vous avez cités, donc respect de la vie privée, liberté d'expression, de circulation, etc., de manifestation, j'en passe, une meilleure. Et donc nous, à la CNIL, dans l'assessment qu'on va faire de aussi dans quelle mesure un traitement de données va effectivement, un traitement de données d'IA, respecter le RGPD, on va prendre aussi ça bien évidemment en compte. Et donc c'est de dire que finalement nous, notre outil, c'est le RGPD. C'est un texte, si vous le connaissez un petit peu, qui est très principiel, donc qui est finalement c'est sa force. Il est complètement neutre technologiquement, donc il n'y a pas de. Donc ça veut dire que il peut très bien s'appliquer pour des algorithmes classiques, pour la blockchain, pour des véhicules autonomes ou pour des technologies d'IA. Théoriquement, tous ces principes trouvent à s'appliquer. Après, comme il n'est justement pas spécifique, il y a un besoin de réadaptation, de réinterprétation au prisme des technologies. Donc ça, c'est par exemple un des chantiers qui occupe beaucoup l'équipe que je dirige, où on va justement dire comment on réinterprète tous ces grands principes du RGPD. En tout cas, de dire que nous, à la CNIL, la visée, c'est pas de dire on est pour, on est contre l'IA, ça n'aurait absolument aucun sens, bien évidemment. Et puis de dire qu'il y a des finalités qui sont considérées bien évidemment tout à fait légitimes, et la lutte contre la fraude, par exemple, qu'on évoque, elle est la CNIL n'a jamais considéré que c'était illégitime de mettre en œuvre des dispositifs de lutte contre la fraude. Après, et c'est là où un petit peu la boussole RGPD, règles de protection des données, nous sert, c'est que justement dans l'appréciation de la proportionnalité, du dimensionnement des traitements, c'est là-dessus qu'on va regarder, et donc dire peut-être que ces traitements de données, ces systèmes d'IA mis en œuvre, ils sont légitimes, mais pour autant, est-ce qu'ils sont bien dimensionnés, est-ce qu'ils sont bien, ils apportent les bonnes garanties. Et donc voilà, c'est là-dessus qu'on peut véritablement avoir dans un grand nombre de cas des discussions.
Donc sans vouloir être peut-être trop théorique, parce que ça l'est nécessairement un petit peu. Il y a tellement, finalement, à la fois c'est théorique présenté comme je le fais, et en même temps, ça s'incarne vraiment très très concrètement. Donc un exemple que je peux vous donner, qui rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais c'est par exemple, parce que ça me rappelle votre question exactement, ce cas d'usage, c'est celui qu'on a connu pendant les Jeux Olympiques 2024, l'expérimentation des systèmes de caméras augmentées ou vidéosurveillance algorithmique. Donc c'est-à-dire que j'ai envie de dire de base, il n'est pas possible avec le corpus réglementaire actuel de mettre en œuvre ces technologies, c'est-à-dire d'avoir une surcouche algorithmique au-dessus des dispositifs de vidéoprotection qui vont filmer dans la rue, dans les espaces publics, pour détecter des comportements qu'on va considérer comme suspects ou à risque. Donc, par exemple, voilà, une chute de personnes, une densité de foule trop importante, détection d'armes, un bagage abandonné, que sais-je. Et donc il avait fallu pour justement le contexte JO, avoir une loi spécifique qui soit proposée. Donc là-dessus, la CNIL, elle a véritablement essayé d'accompagner ça pour à la fois signaler fortement les enjeux qu'il y avait pour les libertés individuelles, et donc essayer de dimensionner au mieux. Donc, une des avancées quand même très très forte, très importante, c'est qu'on ne pouvait pas, au début ça a quand même été envisagé, donc faire de reconnaissance faciale. Donc là c'était effectivement de la détection d'événements, mais pas reconnaissance de personnes dans la rue. Et puis il y a effectivement après toute la mécanique de supervision mise en œuvre par la CNIL, avec la production d'avis importants. On a également, nous, accompagné dans mon service, accompagné en tout cas, on a eu des échanges avec des fournisseurs de technologies qui souhaitaient candidater à l'appel d'offres, donc pour voir si, justement, s'assurer que les solutions qui seraient sélectionnées par le ministère de l'Intérieur satisfassent bien les enjeux de protection des données et les prérogatives de la loi. Donc, qui, quelque part, ça peut vous intéresser, anticiper un petit peu ce qu'il y a dans le règlement IA, en matière de sources de données pour l'entraînement des systèmes, en matière de représentativité statistique et d'enjeux de biais potentiellement discriminatoires. Donc voilà, nous on a regardé tout ça, et puis après, et c'est pour donc on a également eu quand même et donc ça on verra, j'ai envie de dire, là encore. On a un peu une question peut-être de verre à moitié vide, à moitié plein. Nous, en tout cas, on était plutôt satisfaits de ce qui avait été produit, parce qu'on a également poussé pour le fait que ce soit un dispositif expérimental, pour qu'il y ait une évaluation le plus scientifique possible, tant sur les performances qui sont mises en œuvre, que sur la mesure de l'apport opérationnel effectif ou pas, parce qu'on peut avoir le système le plus performant du monde. Il peut ne pas être du tout intéressant du point de vue opérationnel, et donc ça, il faut bien évidemment le mesurer, et puis surtout de mesurer aussi la composante sociétale, de dire qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change aussi d'avoir ces systèmes déployés à des échelles importantes dans ces circonstances-là. Mais en tout cas, nous, de cette logique d'approche expérimentale et évaluation scientifique, on trouvait que c'était très très important. Et puis par ailleurs, on a mené aussi des contrôles sur site de ces dispositifs. Donc c'est juste un exemple d'une modalité de contrôle un peu 360 de ce que peut faire un régulateur. David Rachel, peut-être vous pourriez compléter cette question des conciliations des libertés individuelles et de l'IA, et peut-être il y a des pays qui, au-delà du règlement général de la protection des données, sont exemplaires dans la façon d'aborder cette question. Oui, bien sûr, je vous remercie. Alors, à l'heure actuelle, et si l'on observe l'ensemble de l'Union européenne, l'ensemble des États membres de l'Union européenne et leurs administrations travaillent d'une manière ou d'une autre sur cette thématique. Lorsque nous avons mené des recherches en vue de notre rapport en 2020, eh bien, nous avons constaté des expériences très différentes d'un pays à l'autre. Et ce que nous avons vu, c'est qu'il y avait des niveaux variables de connaissances dans l'administration publique et auprès des entreprises privées.
En effet, connaissances et compétences, ici, ça fait référence bien sûr aux connaissances techniques. Que fait l'IA? Que fait-elle en pratique? Qu'est-ce que c'est? Mais aussi les connaissances en matière de droits humains. Qu'est-ce que cela veut dire? Que dit-on lorsque l'on parle de discrimination? Qu'est-ce que la protection des données? Alors la protection des données, c'était connu par tout le monde, c'était vu comme une question de conformité juridique pour les entreprises et pour les administrations, mais la question de la connaissance, là aussi, elle était assez limitée. Donc, ces dernières années, plusieurs pays ont commencé à mettre en place des lignes directrices sur la manière d'aborder et de tester l'IA avant de l'utiliser. Quelques exemples. Nous avons les Pays-Bas, par exemple, où il y a un cadre d'évaluation de l'IA sur les droits fondamentaux. Ça date de 2022. La Finlande travaille également sur un cadre non discriminatoire des systèmes IA, mais d'autres pays ont également présenté de tels cadres. Il y a le Portugal ou encore le Danemark récemment. Et puis, outre les administrations publiques, il faut savoir que de nombreuses entreprises souhaitent également ne pas rater le coche et consentent donc des efforts pour travailler de manière conforme. Néanmoins, le niveau de connaissance, notamment sur la question des droits, est particulièrement faible, notamment dans les entreprises. Et d'ailleurs, il y a des entreprises qui, en réalité, sont contre-fiches. Vous savez, elles vendent les produits, elles se disent que c'est celles et ceux qui les achètent qui sont responsables de s'assurer que ces produits soient conformes. Un autre défi, comme dans d'autres pays aussi, c'est de comprendre qui est responsable de la surveillance de l'utilisation de l'IA. À savoir, il y a bien sûr les entités chargées de la protection des données, mais il y a aussi d'autres entités de supervision, des entités sectorielles parfois, et donc là aussi, nous espérons que la loi sur l'IA, dans sa mise en œuvre, apportera davantage de lignes directrices pour que l'on sache vers quel interlocuteur se tourner si nous avons des questions en ce qui concerne l'IA. Et ces dernières années, dans notre recherche, nous avons constaté que tous les yeux étaient rivés sur l'échelon international et nombre d'entreprises et des administrations se sont demandé ce que l'UE ferait. Il y a eu cette loi sur l'IA, mais ce n'est pas que l'Union européenne. D'autres organisations internationales travaillaient et continuent de travailler pour cela. C'est la raison pour laquelle ces rencontres d'aujourd'hui arrivent à point nommé, parce que 2024, c'est l'année où la loi sur l'IA de l'UE a été apportée, mais le Conseil de l'Europe a aussi créé une convention cadre sur l'intelligence artificielle. Et vous savez, le Conseil de l'Europe compte davantage d'États membres que les États membres de l'Union européenne, mais le traité du Conseil de l'Europe est ouvert à signature à d'autres États, pas uniquement à ceux du Conseil de l'Europe. Et d'ailleurs, d'autres l'ont signé. Et l'OCDE a également édicté des principes sur l'usage de l'IA. L'UNESCO a présenté un cadre éthique pour l'utilisation de l'IA. La question qui se pose, c'est celle de la gestion du risque. La loi sur l'IA, par exemple, cible deux individus, donc tout d'abord les fournisseurs, ceux qui mettent un outil IA sur le marché, qui doivent adhérer dans des domaines de risque élevés au cadre sur la gestion du risque de l'article 9. Comment ça se fait? Eh bien, il y a aussi une évaluation des droits fondamentaux qui est menée à bien, et ils le font comment? Eh bien, en travaillant avec les entités d'harmonisation de l'Union européenne. Il y a une demande de la part de la Commission européenne pour travailler avec les entités SEN et SENELECT qui sont responsables de tout cela et donc ils sont en train d'élaborer tout cela. C'est un processus qui est long et chronophage. D'autre part, pour certains usagers ou déployeurs, tels qu'on les appelle pour l'IA, eh bien, outre cela, ils doivent aussi mener une évaluation des droits fondamentaux. Dans le cadre de la loi sur l'IA, cela cible les administrations publiques. L'ensemble des administrations publiques qui utilisent des instruments IA de grands risques doivent mener une évaluation des droits fondamentaux. Et il y a aussi certaines entreprises, par exemple celles qui évaluent l'assurance vie ou encore la solvabilité face au crédit, par exemple. Nous allons publier plusieurs rapports l'année prochaine en 2025 et en même temps, nous allons assister les États membres de l'Union européenne pour édicter ces lignes directrices pratiques. Alors, on voit qu'il y a des principes, qu'il y a des besoins de lignes directrices pour mettre tout ça en pratique. Et on voit aussi que les potentialités quand même de contrôle sont décuplées avec l'IA. Donc, Bilal Bouzid, vous qui êtes spécialiste notamment de l'IA prédictive, comment, où on en est déjà de ce point de vue? Quelle est la réalité de cette IA prédictive, de son utilisation dans le domaine public et du contrôle potentiel de ce qu'elle
contient et permet. Oui, il y a une chose qui me surprend beaucoup, c'est que pour avoir beaucoup travaillé sur la police, on voit bien que le débat il est concentré, dès qu'on parle des droits fondamentaux et du contrôle sur les humains, sur les questions de surveillance et sur les questions de discrimination, grosso modo. C'est vraiment le cadrage principal. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir cadré l'IA autour de ces deux gros sujets fait que on arrive à la laisser toujours un peu s'imposer un peu plus dans la société, parce que on peut cadrer facilement la surveillance, on l'a vu avec les JO, et la discrimination, c'est devenu un enjeu technique. On va choisir la bonne métrique d'équité, etc. Alors c'est intéressant, l'IA Act interdit certaines machines, d'accord ? Mais pas vraiment des machines, plutôt des situations d'usage. Elle interdit les techniques manipulant la cognition et le comportement individuel. Dans l'IA Act. Alors, c'est quoi des techniques qui manipulent la cognition et le comportement individuel? Alors, c'est aussi écrit des techniques qui reposeraient sur des méthodes subliminales. Alors, alors là, on est sur quel droit? Quel est le droit derrière? Alors, c'est pas vraiment la surveillance, c'est évidemment la liberté, mais c'est au fond un principe de dignité humaine. Si on veut commencer à débattre sérieusement et si on veut vraiment faire de la politique sur les grands enjeux de dignité humaine et même au sein des administrations, alors un simple outil comme ChatGPT mériterait, parce qu'on le retire du marché, pour dire il y a une atteinte à la dignité humaine. Alors vous allez me dire, ah bon, non, il n'y a pas atteinte à la dignité humaine, j'utilise ça tous les jours. Mais on peut en débattre. Actuellement, mes étudiants l'utilisent et là, je m'en suis rendu compte. Un jeune de 20 ans, quand il utilise ChatGPT, il y a une atteinte à sa dignité et à son autodétermination. Un jeune de 20 ans n'est pas capable de distinguer, qui est à la fac, le discours d'un sophiste et un bon discours qui aurait du contenu. Il ne peut pas. À mon avis, il est socialement et cognitivement limité pour ça. Une atteinte, une véritable atteinte. On ne fait rien. L'interface n'est pas du tout encadrée pour ça. Alors ma question est la suivante. Comment se fait-il que l'IA Act, je ne sais pas si ce serait d'ailleurs l'affaire de la CNIL, est-ce que la CNIL peut s'occuper de dignité humaine? Est-ce que c'est dans son champ? C'est toujours la liberté qui est derrière et de vie privée. Mais comment se fait-il que ChatGPT, alors est-ce que c'est à haut risque ou pas? Alors les seules choses qui vont être contrôlées, c'est à haut risque. À haut risque, c'est certains domaines. Mais ChatGPT, il peut être utilisé dans tous les domaines. Aujourd'hui, un médecin généraliste, il peut faire une consultation en utilisant ChatGPT à côté de lui. Donc cette loi, alors, le contrôle, nous sommes contrôlés par l'IA, et le contrôle de l'IA, on voit qu'il n'est pas très effectif. Et donc moi, ma question, au fond, c'est ça, c'est comment on réussit à sortir de la surveillance et de la discrimination pour aller sur des principes beaucoup plus sophistiqués qui nous permettraient peut-être vraiment d'avoir un vrai effet de cadrage, parce que les enjeux de contrôle, ils sont là, à mon avis. Et quand on regarde l'état de la recherche sur les IA génératives et les grands modèles de langage, le gros de la recherche n'est pas sur, au fond, la discrimination qu'il y aurait derrière ces modèles, n'est pas sur la surveillance, il y en a un petit peu sur la vie privée, mais c'est sur la persuasion. La question du contrôle, à mon avis, elle se pose en ces termes, et c'est assez original, et on en est assez peu habitué, mais peut-être que je me trompe, peut-être que dans les agences des droits fondamentaux, on réfléchit déjà là-dessus, mais voilà. Alors, ce n'est pas parce que l'on s'intéresse à certains droits que l'on ignore les autres. Et effectivement, quand on fait une évaluation des droits fondamentaux, il faut prendre en compte tous les droits. Et ce que vous avez dit sur la dignité, c'est tout à fait applicable. D'ailleurs, nous avons abordé ce droit dans le rapport de 2019 sur la reconnaissance faciale. Nous avons fait une analyse technique avec la question des discriminations, de la liberté d'expression, qui est particulièrement importante dans ce contexte. Mais un certain nombre de personnes nous ont également dit « Oui, nous ne voulons pas devenir comme la Chine ». Et je pense que cela montre qu'il y a, oui, de grandes craintes dans ce contexte. Et tout cela, bien entendu, a influencé le processus politique qui a donné lieu à la loi européenne sur l'IA. Et cette loi est maintenant un outil parmi d'autres. Nous avons le RGPD pour les contenus en ligne. Nous avons la loi sur les services numériques. Effectivement, donc ce qui va être principalement regardé, je suis tout à fait d'accord, c'est les systèmes d'IA au risque dans le règlement IA. Également d'accord avec M. Reichel qui disait qu'il y a tout un maillage aussi de textes qui va permettre aussi de combiner les approches. Il ne faut pas les oublier, même s'ils ne parlent pas spécifiquement d'IA dans leur titre. Mais donc de dire qu'effectivement, donc dans le règlement IA, il y a aussi un enjeu avec les systèmes d'IA
qui peuvent présenter des risques pour la transparence. Et puis, par exemple, les agents conversationnels peuvent rentrer dans certains cas dans ce cadre-là. Et puis, vous allez avoir aussi la supervision des grands modèles de langage par le bureau de l'IA, donc à Bruxelles. Et donc, alors après, comment plus précisément cette supervision va s'opérer? Est-ce que les questions que vous posez, elles seront adressées comme ça? Est-ce qu'il y aura une évaluation scientifique? Ça, je ne sais pas encore, mais on peut imaginer que ça puisse être capturé dans certaines instances, peut-être. Merci. Alors, je voudrais juste ouvrir sur une dernière question qui est un peu posée à vous quatre. Dans le cas d'un contrôle erroné de l'administration, les administrés peuvent se retourner ou en tout cas faire un recours contre l'administration. Est-ce qu'il y a une question spécifique qui serait potentiellement posée dans le cas de décisions prises par l'IA en cas de recours? C'est-à-dire qui est responsable du coup? Est-ce que cette question de la façon de situer la responsabilité dans un contexte où l'IA est potentiellement l'outil décisionnel est susceptible déjà de se poser, enfin, est-ce qu'il se pose déjà et est-ce qu'il est susceptible de se poser à l'avenir et du coup dans quel terme? À date, cette question, elle ne se pose pas parce qu'on n'a pas un contrôle automatisé par l'IA qui enverrait directement le document à la personne contrôlée pour lui dire, voilà, une IA a décidé de vous mettre tant, je caricature, en redressement. On n'est pas du tout, nous, dans cette logique-là, puisqu'on est toujours dans une logique de regard humain et on y tient. Et en tout cas, nous, ce qu'on défend, c'est pas de contrôle automatique en matière de contrôle fiscal et d'avoir toujours un regard humain. Et c'est plutôt un outil d'aide à la décision, en l'occurrence là, un outil d'aide au ciblage. Donc, du coup, je ne sais pas si je réponds peut-être un peu à côté de votre question, parce que moi, dans ma logique métier, l'IA ne décide pas in fine. Donc c'est plutôt un outil d'aide. En tout cas, dans la matière que je pratique au quotidien, ça se pose pas. Et on n'est pas du tout dans cette logique-là, puisqu'il faut un regard humain pour tout simplement être en capacité de checker si ce que l'IA donne est bonne, enfin, en termes de contrôle, de ciblage. Je pense qu'on va écarter côté CNIL toute question de droit des machines et de responsabilité des machines. Ce pas les machines qui sont responsables de toute évidence, c'est ceux qui les utilisent. Après, la caractéristique de l'IA, c'est plutôt, moi je trouve, c'est une chaîne de responsabilité qui peut être assez éclatée, assez complexe, et du coup, qui est responsable de quoi? Là, on a un vrai enjeu, donc entre ceux qui vont fournir, alors on parle souvent fournisseurs, déployeurs, mais souvent, en fait, c'est une chaîne de fournisseurs, il y a peut-être des intégrateurs, voilà, il y a plein de gens, et donc quelle est la responsabilité de tout un chacun quand il s'agit de la tracer? Ça, je pense que c'est un véritable enjeu, que c'est pas complètement évident. Voilà, donc c'était pour rebondir rapidement, mais de dire, voilà, quand on va investiguer dans ces questions de responsabilité, je pense qu'il va falloir prendre ça en compte. Alors, un ordinateur, une IA, ne peut pas prendre de décision. Et la réponse, l'ordinateur a dit non, ce n'est pas une bonne réponse, ce n'est pas une justification pour une décision qui aura des conséquences sur la vie des citoyens. Mais étant donné que les systèmes d'IA sont plutôt opaques, c'est un problème. Mais la responsabilité d'une décision doit toujours revenir à une entité juridique, une personne qui décide d'automatiser un certain nombre de décisions ou non. Et dans ce cas-là, la personne doit savoir ce qui se passe. Si ce n'est pas le cas, c'est un problème. On l'a entendu aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui ont déclaré que les algorithmes étaient trop compliqués pour être pleinement compris. Je ne suis pas forcément complètement d'accord. Mais tout dépend également du contexte. Donc, par exemple, prenez un filtre de spam dans notre boîte mail. Tant que ça fonctionne, nous n'avons pas vraiment besoin de comprendre son fonctionnement, sauf s'il y a des problèmes. Ensuite, il y a un autre exemple, la détection des discours de haine en ligne. Ici, la question déjà se pose un peu différemment. Il y a besoin de comprendre en fait comment les signalements sont faits et de notre point de vue, ce n'est pas un outil qui pourrait être complètement automatisé. Donc tout dépend du contexte. Mais la réponse de fond, je pense, c'est qu'il faut travailler sur les questions de transparence et il ne faut pas dire qu'on peut simplement ne pas comprendre l'origine d'une décision.
Et d'ailleurs, le terme algorithme est un terme que les développeurs utilisent s'ils ne comprennent pas complètement comment cela fonctionne. C'est une petite blague que l'on a dans le milieu, mais qui, je trouve, montre un peu en fait la façon dont les choses fonctionnent. Il faut, quand un outil est conçu, que l'on comprenne l'objectif de l'outil, quelles données ont été utilisées, comment il fonctionne. Il faut savoir quels tests ont été faits avant que l'outil soit fourni pour utilisation. Et je pense que là-dedans, il y a beaucoup de prérequis que nous avons intégrés dans la législation sur l'IA européenne. Et j'espère que cela donnera lieu à plus de transparence à l'avenir. J'espère que cela permettra de comprendre dans quel contexte l'IA est mal utilisée, dans quel contexte elle peut l'être de manière sûre. Peut-être juste ajouter encore une chose, mais être un peu provoque, juste, mais je voudrais me dire, est-ce que l'administration, elle ne pourrait pas essayer d'avoir le courage de se dire, et si on avait la puissance de ne pas faire de l'IA sur certains aspects, parce qu'il y a une espèce d'injonction à devoir en faire. Hein. Donc, est-ce que nous, dans l'administration, on n'aurait pas cette intelligence de se dire, ben non, une bonne administration, c'est aussi une intelligence, une administration qui a la puissance de se dire, non, ben là, j'y vais pas. Et l'exemple de Ian Ferguson tout à l'heure était intéressant. Des vieilles IA un peu archaïques avec des systèmes symboliques qui, en fond, ne sont pas des IA extraordinaires, à mon avis, à la ChatGPT, mais qui sont un peu des automates, mais qui répondent à un vrai problème. Mais là, on a fait le choix d'un truc, on en a discuté. On en est à la énième réforme de l'administration par la stat, les New Public Management. Dans 2010, c'était Big Data, il fallait son application dans chaque truc. Là, on voit bien que ça va être encore avec une visée d'un certain rapport de l'État aux citoyens, des réformes de l'État qui sont de moins en moins tournées vers la protection. Donc voilà, j'aimerais aussi qu'on puisse aussi ne pas faire dans certaines configurations, parce qu'on a envie de penser à la forme de l'État et quel type d'État on veut faire, plutôt que juste d'un État qui innove en matière de technologie. Dans le métier que je pratique au sein du service de la sécurité juridique du contrôle fiscal, je ne peux pas ne pas regarder ce qui se fait d'un point de vue technologique. Et en termes d'adaptabilité du service public et de lutte contre la fraude, qui, je rappelle, est un principe à valeur constitutionnelle, pour moi, je suis très vite confrontée au principe de réalité et ne pas faire, mais je comprends après les aspects sociétaux derrière. Je pense quelque part après, on nous le reprocherait collectivement. Merci beaucoup. Merci à vous quatre pour cette table ronde.